Combien de poids un secret peut-il contenir? Un secret peut-il être si lourd qu'il déforme la réalité, qu'il transforme un moment de triomphe absolu en la première image d'une tragédie? Regardez attentivement cette photographie. Nous sommes en 1922. C'est l'équipe de football du FC Villeneuve, juste après avoir remporté la grande finale de la Coupe régionale. Ils sont couverts de boue, épuisés mais rayonnants. C'est l'image même de la victoire pure, de la fraternité forgée dans l'effort. Au centre, tenant le trophée si haut que ses jointures en sont blanches, se tient le capitaine, Julien Dubois. Il sourit. C'est le sourire que tout le monde attendait de lui, le héros de la ville, l'homme qui les a menés à la gloire. Mais ce sourire est un mensonge. Au moment précis où l'obturateur s'est fermé, Julien gardait un secret si dévastateur qu'il n'allait pas seulement briser cette équipe, mais ruiner la vie de chaque homme présent sur cette plaque de verre. À la fin de cette histoire, vous ne verrez plus jamais une photo de victoire de la même manière. Vous comprendrez comment l'instant de gloire le plus éclatant peut être, en réalité, le début de la chute. Ces histoires, celles qui se cachent derrière les sourires figés et les regards perdus dans le temps, sont la raison d'être de notre chaîne. Nous exhumons les mémoires des invisibles, de ceux dont les secrets ont façonné notre présent. Si vous croyez que chaque image ancienne est une porte vers une vérité oubliée, alors faites-le nous savoir. Abonnez-vous et activez les notifications. Aidez-nous à honorer ces vies, car en comprenant leur passé, nous éclairons souvent notre propre présent. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à creuser. Pour comprendre le poids du secret de Julien, il faut d'abord comprendre ce que signifiait 1922. La France se relevait à peine. L'écho des canons de la Grande Guerre s'était tu il y a seulement 4 ans, mais le silence était lourd. Chaque village, chaque ville portait les cicatrices. Des hommes manquaient à l'appel dans chaque famille, et ceux qui étaient revenus n'étaient plus les mêmes. Villeneuve n'était pas différente. C'était une petite ville industrielle, grise, où le charbon et l'acier dictaient le rythme des jours. La vie était dure, l'avenir incertain. Dans ce paysage de deuil et de labeur, le FC Villeneuve était plus qu'une simple équipe de football. C'était un symbole de résilience. C'était la preuve vivante que même après l'apocalypse, la vie pouvait reprendre, que la joie était encore possible, et Julien Dubois était le cœur battant de ce symbole. Avant d'être capitaine, il avait été soldat. Il avait connu l'enfer de Verdun. Il en était revenu avec la croix de guerre épinglée sur la poitrine, et un regard qui avait vu trop de choses. Mais sur le terrain, cette intensité devenait sa force. Il n'était pas le joueur le plus talentueux, ni le plus rapide. Il était le plus tenace. Il était celui qui courait quand les autres marchaient, celui qui se relevait toujours. Les autres joueurs, la plupart également des vétérans, le suivaient avec une dévotion quasi religieuse. Il y avait Antoine, l'ailier rapide dont le rire masquait une toux persistante due au gaz. Il y avait Louis, le défenseur, un colosse silencieux qui avait perdu ses 2 frères dans la Somme, et il y avait Pierre, le jeune gardien de but, trop jeune pour avoir combattu, qui voyait en Julien le grand frère qu'il n'avait jamais eu. Ils n'étaient pas une équipe. Ils étaient une fratrie de survivants. Cette finale de la Coupe régionale n'était pas qu'un simple match. C'était la chance pour Villeneuve de battre l'équipe de la grande ville voisine, l'AS Cité-Lune, un club riche, professionnel, qui les avait toujours regardés de haut. Pour Villeneuve, gagner, c'était prouver qu'ils existaient, que les petites gens, les ouvriers, les anciens poilus avaient encore leur mot à dire. La ville entière avait mis sa vie entre parenthèses pour ce match. Les usines s'étaient arrêtées. Ceux qui ne pouvaient pas payer le billet s'étaient massés sur les collines, surplombant le modeste stade. La tension était palpable. Ce n'était pas du sport, c'était une question d'honneur. La victoire, quand elle est arrivée, fut une explosion de joie collective. Un score serré, 1-0, arraché dans les dernières minutes sur un but boueux et confus. Un but que tout le monde attribua au chaos, à la chance, à la volonté pure de Julien, qui s'était jeté dans la mêlée. Quand l'arbitre a sifflé la fin, la ville a exulté. Les gens pleuraient, s'embrassaient. C'était une catharsis. C'était la revanche de la boue des tranchées sur les salons feutrés. C'est à ce moment précis que la photographie a été prise. Le photographe local, sentant l'histoire, a rassemblé l'équipe épuisée. « Regardez-moi, les gars, vous êtes des légendes. » Et ils le regardent, tous, sauf un. Regardez Julien. Au centre. Oui, il sourit, mais ses yeux ne sourient pas. Il ne regarde pas l'objectif. Il semble fixer un point dans le vide, juste au-dessus de l'épaule du photographe. Ses mains serrent la coupe, non pas avec la joie du triomphe, mais avec la tension de quelqu'un qui s'accroche pour ne pas tomber. Sur cette photo, Antoine, à sa droite, lui donne une tape dans le dos.
le visage fendu d'un rire édenté. Louis, à sa gauche, a posé son bras lourd sur l'épaule de son capitaine, un geste de respect absolu. Ils célèbrent leur héros. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir que l'homme qu'ils admirent vient de les trahir. Ils ne savent pas que cette victoire, ce moment de fierté qui devait les élever, était en fait un marché, un pacte conclu dans l'ombre, loin du terrain. Le secret de Julien n'était pas un simple péché personnel, c'était une bombe à retardement placée au cœur même de leur fraternité. Et le compte à rebours venait de commencer. Julien savait ce qu'il avait fait. Il savait que le prix de cette coupe n'était pas la sueur et le sang, mais quelque chose d'infiniment plus précieux. Et il savait que celui à qui il avait fait cette promesse viendrait bientôt la réclamer. La liesse qui a englouti Villeneuve ce soir-là est restée dans les mémoires pendant des décennies. Les cloches de l'église, silencieuses depuis l'armistice, se sont mises à sonner à la volée. Les mineurs de la nuit, sortant des fosses, ont été accueillis non pas par le silence fatigué de la ville, mais par une marée de chants et de drapeaux. Le FC Villeneuve avait vengé l'honneur de la classe ouvrière. Dans la taverne au poilu victorieux, la bière coulait à flot. Antoine, l'ailier, monté sur une table, racontait en riant comment le ballon avait glissé sur le genou du défenseur de Cité-Lune, comme si une main divine l'avait guidé. Louis, le colosse silencieux, s'était assis dans un coin, la coupe posée devant lui, et pleurait doucement en pensant à ses frères, convaincus qu'il l'avait vu de là-haut. La ville entière célébrait ses héros, mais le héros principal, Julien Dubois, était prisonnier de son propre triomphe. Chaque poignée de main lui brûlait la peau, chaque « merci, capitaine » résonnait comme une accusation. Il souriait, il levait son verre, mais son esprit était ailleurs. Il était retourné dans ce café de Cité-Lune, une semaine plus tôt, assis en face d'un homme dont l'élégance contrastait violemment avec la poussière de charbon incrustée sous ses propres ongles. Cet homme, c'était Monsieur Blanc, un personnage insaisissable qui régnait sur l'économie souterraine de la région. Blanc n'aimait pas le football, il aimait les certitudes. Et la seule certitude dans le sport, disait-il, était celle que l'on fabriquait soi-même. Il avait exposé la situation à Julien avec une clarté chirurgicale. La finale était un événement de pari majeur. Une fortune était misée sur la victoire de l'AS Cité-Lune, l'équipe favorite. Une victoire surprise de Villeneuve, le petit poussé, serait problématique. Julien avait failli se lever et partir. Lui, un soldat décoré, trahir son équipe, trahir sa ville, c'était impensable. Et puis, Monsieur Blanc avait changé de sujet, comme s'il lisait une note dans son carnet. Il avait parlé de Thérèse Rivoire, la veuve de Marc, le lieutenant de Julien, mort dans ses bras, en 1917. Julien avait juré de veiller sur elle et son fils, Léo, mais la grippe espagnole avait ravagé les poumons de Thérèse. Elle avait besoin d'un sanatorium dans le sud, d'air pur, de médecins que l'hôpital de Villeneuve ne pouvait fournir, et elle avait une dette écrasante auprès de l'apothicaire, du propriétaire. Julien, malgré ses heures supplémentaires à l'aciérie, s'enfonçait chaque semaine un peu plus. Monsieur Blanc le savait, il connaissait le montant exact de la dette. « La vie est une série de choix difficiles, capitaine », avait-il murmuré. « On ne peut pas toujours sauver tout le monde, mais parfois, on peut sauver ceux qui comptent le plus. » L'offre était simple. Il n'avait même pas besoin de mal jouer. Juste de s'assurer que, d'une manière ou d'une autre, son équipe ne gagne pas. Un pénalty concédé par inadvertance. Une erreur de marquage sur un corner. Une mésentente avec son gardien, le jeune Pierre. Un moment d'inattention. Cela arrive même aux meilleurs, avait suggéré Blanc. En échange, la dette de Thérèse serait effacée. Plus que ça. Un compte serait ouvert pour elle, suffisant pour payer le sanatorium pendant 1 an. Julien avait regardé la liasse de billets que l'homme poussait sur la table en bois verni. C'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. C'était la vie de Thérèse. C'était l'avenir du petit Léo. Il avait pris l'argent. Il avait scellé le pacte. Le match lui-même avait été une torture. Chaque fois que Pierre, son jeune gardien, plongeait et détournait un tir de Cité-Lune, Julien ressentait une pointe de panique. Chaque attaque menée par Antoine lui donnait des sueurs froides. Il jouait contre son propre camp, de la manière la plus subtile qui soit. Il ralentissait le jeu, manquait un tacle facile, adressait une passe légèrement trop en retrait. Ses coéquipiers, épuisés par la boue et l'enjeu, mettaient cela sur le compte d'une pression immense. « Allez, Julien, réveille-toi » lui avait hurlé Louis après une perte de balle. Julien avait juste hoché la tête, le cœur en miettes. Le score restait désespérément nul, 0-0. C'était parfait pour Monsieur Blanc. Une défaite en prolongation ou au tir au but conviendrait tout aussi bien. Puis vint la 89e minute. Le moment qui allait tout faire basculer. Le moment qui est à jamais absent de la photographie de victoire, mais qui en est la cause véritable. Un dernier corner pour Villeneuve. Le ballon est repoussé par la défense de Cité-Lune. Il revient sur Julien,
à l'entrée de la surface. Le temps s'est suspendu. Il avait 3 options. Tirer et probablement marquer. Laisser passer le ballon. Ou faire ce qu'il avait promis. Rater. Il a choisi de rater. Il a préparé sa frappe, mais au lieu de viser le cadre, il a délibérément visé l'extérieur, vers la touche. Il voulait que le ballon sorte, que l'arbitre siffle la fin. Mais le terrain était un bourbier. Son pied d'appui a glissé. Déséquilibré, il a frappé le ballon de l'extérieur du pied. Un geste raté. Faible. Le ballon aurait dû sortir, mais il a frappé le genou du défenseur de Cité Lune, immobile. Le ricochet était absurde. Le gardien, pris à contre-pied, n'a pu que regarder le ballon franchir la ligne, avec une lenteur atroce. Le silence, puis l'explosion. Julien s'est retrouvé écrasé sous le poids de ses coéquipiers. Antoine pleurait de joie sur son dos. Le jeune Pierre avait traversé tout le terrain pour sauter dans ses bras. Julien, lui, était livide. Il avait échoué. Il avait échoué en réussissant. Il avait trahi sa promesse à Monsieur Blanc, de la manière la plus spectaculaire et la plus involontaire qui soit. Il avait gagné la coupe, il avait sauvé l'honneur de la ville, et il venait de signer l'arrêt de mort de Thérèse, et peut-être le sien. C'est pour cela que sur la photo, prise quelques minutes plus tard au milieu du chaos, son regard est si étrange. Il ne célèbre pas, il cherche quelqu'un, et il l'a trouvé. Dans la foule qui commençait à envahir le terrain, se tenait un homme au chapeau melon, immobile, qui le fixait, l'homme de main de Monsieur Blanc. Il n'applaudissait pas. Il se contentait de regarder Julien, puis la coupe, puis à nouveau Julien. Le message était clair, le pacte était rompu. Le prix de la victoire venait d'augmenter de façon exponentielle, et la dette, désormais, ne se paierait plus en argent. La fête s'est éteinte aux petites heures du matin. Villeneuve, épuisée par la joie et l'alcool bon marché, s'est enfin endormie, mais pas Julien. Il a marché seul dans les rues jonchées de confettis improvisés et de bouchons de liège. Le silence qui suivait l'euphorie était assourdissant. Il portait encore la boue du match sous ses ongles, mais le triomphe avait un goût de cendre. Chaque ruelle sombre lui semblait être une embuscade. Le héros de la ville avait peur de sa propre ombre. Son premier réflexe ne fut pas de rentrer chez lui pour dormir, mais d'aller vérifier. Vérifier si le monde qu'il avait essayé de sauver existait toujours. Il est arrivé au petit logement que Thérèse Rivoire occupait au-dessus de la boulangerie. Une faible lumière jaune filtrait par la fenêtre. Il l'a trouvée assise à la table de la cuisine, emmitouflée dans un châle usé, bien qu'on soit au printemps. Une quinte de toux sèche secouait son corps frêle. Le petit Léo, son fils de 4 ans, dormait dans un berceau improvisé dans un coin. « Julien, dit-elle, sa voix un souffle. On a entendu les cloches. On aurait dit la fin de la guerre. Vous avez gagné. » Elle a tenté de sourire, mais le sourire s'est brisé dans une nouvelle toux, celle-ci plus profonde, plus inquiétante. Sur la table, à côté d'une tasse d'eau froide, il y avait une lettre, un avis d'expulsion. Le propriétaire ne voulait plus attendre. À côté, un flacon de sirop, vide. L'apothicaire dit que le crédit est épuisé, murmura-t-elle, comme si elle lisait dans ses pensées. Ce n'est rien, Julien. Tu as rendu la ville si fière. Marc aurait été si fier de toi. Chaque mot était un poignard dans la conscience de Julien. Il avait gagné. Il avait gagné cette maudite coupe. Et ce faisant, il avait condamné la veuve de son meilleur ami. L'argent qu'il avait reçu de Monsieur Blanc, l'avance, avait déjà été englouti par les dettes précédentes. Il n'avait plus rien. Il s'était assis en face d'elle, incapable de prononcer un mot. Il avait gagné le match, mais il était en train de perdre la seule bataille qui comptait. Il est parti de chez elle, alors que les premiers rayons gris de l'aube commençaient à éclairer les cheminées de l'aciérie. Il lui avait promis qu'il allait arranger les choses, sa propre voix sonnant faux à ses oreilles. Il est descendu dans la rue, et il l'a vu, l'homme au chapeau melon, le même homme qui le fixait depuis les gradins la veille. Il se tenait de l'autre côté de la rue, sous un bec de gaz qui crachotait, parfaitement immobile. Il n'a pas crié, il n'a pas fait de signe. Il a juste hoché la tête vers une ruelle sombre qui sentait l'urine et le chou pourri. Le message était clair, le rendez-vous était maintenant. Julien a traversé, le cœur battant si fort qu'il pensait qu'il allait sortir de sa poitrine. L'homme sentait l'eau de Cologne bon marché et le tabac froid. Il n'a pas perdu de temps en salutations. « Tu as fait une belle chose, hier, capitaine, » dit l'homme, sa voix basse et moqueuse. « Tu as rendu beaucoup de gens heureux, des orphelins, des veuves, toute la ville, sauf l'homme qui t'a payé pour ne pas le faire. » Julien a tenté de bégayer une explication. « C'était un accident. Le terrain, j'ai glissé, je n'ai jamais voulu marquer. » L'homme a levé une main gantée pour l'interrompre. « Monsieur Blanc n'aime pas les accidents. Il aime les résultats. Et le résultat, c'est que tu lui dois beaucoup d'argent. De l'argent qu'il a perdu à cause de ton accident. »« Je n'ai pas d'argent, » dit Julien, sa voix à peine un murmure. « Je peux rembourser. Je travaillerai. Donnez-moi du temps. » L'homme a ri. Un son sec, sans joie. « Rembourser ? Tu plaisantes ? Ce que tu as coûté à Monsieur Blanc, tu ne pourrais pas le rembourser en 1000 ans de travail à l'aciérie. » Il s'est approché, son visage à quelques centimètres de celui de Julien. L'odeur de tabac était écœurante. « Mais, a-t-il poursuivi, il y a une bonne nouvelle. Ta petite victoire t'a rendu célèbre.
Toi et ton équipe de va-nu-pieds. Vous êtes les héros du charbon. Les journaux de Paris en parlent. On vous invite partout pour jouer des matchs de gala, n'est-ce pas, contre des équipes bien plus riches. Julien ne comprenait pas où il voulait en venir. Alors, l'homme a tapoté la joue de Julien. Un geste presque paternel s'il n'avait pas été si menaçant. Alors, Monsieur Blanc a réalisé que tu n'étais pas une cause perdue. Tu es un investissement. Un accident peut arriver une fois, capitaine. Mais maintenant, tu vas t'assurer que les prochains matchs n'aient pas d'accident. Tu vas perdre, et tu vas perdre quand on te le dira. Tu vas perdre proprement. Le sang de Julien s'est glacé. Ce n'était plus une seule trahison. C'était une condamnation à vie. C'était salir le nom de Villeneuve, salir l'honneur de ses amis, match après match. Non, dit-il, plus par réflexe que par courage. Je ne peux pas. L'homme a haussé les épaules, comme s'il s'adressait à un enfant têtu. Comme tu veux. Mais la dette de Thérèse Rivoire, ce n'est pas seulement l'apothicaire. C'est l'hypothèque sur la maison de ses parents. C'est le médecin. C'est le propriétaire. Monsieur Blanc a tout racheté ce matin. Il est son seul créancier. L'homme a fait une pause, laissant la signification de ses mots s'installer. Si tu refuses, elle et le petit Léo seront à la rue avant la fin de la semaine. Et le sanatorium. Disons juste qu'il y a des endroits bien moins aérés pour les malades comme elle. Tu vois, capitaine, la victoire d'hier n'a pas sauvé Thérèse. Elle l'a juste mise aux enchères. Et c'est toi qui vas payer. L'homme s'est retourné pour partir, laissant Julien seul dans la ruelle froide. Le prochain match est dans 3 jours, contre le Red Star, à Paris. Tu recevras tes instructions. Ne fais pas d'erreur cette fois. Julien est resté immobile, l'odeur de l'aube se mêlant à la puanteur de la peur. Il regardait ses mains qui avaient de soulever la coupe, ses mains qui avaient combattu pour la France. Elles étaient maintenant les outils de la ruine de ses frères. Le secret n'était plus un simple mensonge. C'était devenu une chaîne, et elle venait de se resserrer violemment autour de son cou et de celui de tous ceux qu'il aimait. Le voyage en train vers Paris fut un événement en soi. Pour ces hommes habitués à la poussière de charbon et aux rues étroites de Villeneuve, la capitale était une autre planète. C'était un tourbillon de lumière, de voitures, de femmes élégantes et de bâtiments si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. Antoine, l'ailier, n'arrêtait pas de faire des blagues, sa nervosité se manifestant par un flot ininterrompu de paroles, émerveillé par la simple idée de jouer dans le même stade que les grands noms du football national. Louis, le colosse, restait près de la fenêtre, son silence habituel empreint cette fois d'une admiration presque enfantine. Il regardait la tour Eiffel, un monstre de fer qui défiait la gravité, et secouait la tête. Le jeune Pierre, lui, était un livre ouvert. Ses yeux grands ouverts absorbaient tout, du groom de l'hôtel aux affiches colorées du Moulin Rouge. Ils étaient les héros d'une petite ville, invités à la table des rois, et ils comptaient bien honorer cette invitation. Pour Julien, ce voyage était une descente aux enfers. Chaque éclat de rire de ses coéquipiers résonnait comme un reproche. Chaque kilomètre qui les rapprochait de Paris était un pas de plus vers sa trahison inévitable. Il prétendait être fatigué par le voyage ou concentré sur la stratégie du match, mais un homme comme Louis ne pouvait être dupé si facilement. La veille du match, alors que l'équipe dînait bruyamment dans un petit bistrot, Louis attrapa Julien par le bras et le tira à l'écart, dans la ruelle froide. « Julien, parle-moi », dit le grand défenseur, sa voix basse un grondement. « Tu n'es plus le même depuis la finale. Tu es ici, mais ton esprit est ailleurs. Nous te suivons depuis la guerre, Julien. Nous te suivrions les yeux fermés dans les barbelés. Mais tu dois nous guider. Qu'est-ce qui te ronge ?» Julien sentit la gorge de Louis se serrer. Il ne pouvait pas lui dire la vérité. Révéler le pacte, c'était admettre que leur victoire, ce moment de gloire pure, était souillé. C'était admettre qu'il avait mis la vie de Thérèse en balance contre leur honneur. « C'est la pression, Louis, mentit-il, peinant à soutenir le regard de son ami. Ces gens de Paris, ils nous attendent. Ils s'attendent à ce que les poilus fassent des miracles. Et si je n'étais qu'un simple soldat, si je n'étais pas le capitaine qu'il croit ?» Louis le fixa longuement, son regard cherchant une vérité qu'il ne trouvait pas. Il finit par hocher la tête. Déçu. « Ce n'est pas la peur de perdre que je vois dans tes yeux, Julien. C'est autre chose. » Il le laissa seul dans la ruelle. Plus tard dans la soirée, alors qu'il montait dans sa chambre d'hôtel modeste, un homme l'attendait dans le couloir mal éclairé. Ce n'était pas l'homme au chapeau melon, mais un autre, plus jeune, vêtu d'une livrée d'employé d'hôtel qui semblait mal ajustée. Il tendit à Julien une enveloppe sans un mot. Julien l'ouvrit, ses mains tremblant légèrement. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Juste une carte de visite d'un restaurant chic où il n'irait jamais, et au dos, quelques mots écrits au crayon. 3-0. Le premier avant 20 minutes. Fait en sorte que le gamin ait l'air mauvais. Le gamin. Ils parlèrent de Pierre. Il ne voulait pas seulement qu'il perde. Il voulait qu'il humilie le membre le plus innocent de l'équipe. Le seul qui n'avait pas connu la guerre. Le jour du match, le stade Bauer était plein. Le public parisien était venu par curiosité pour voir ces héros des mines affronter leurs idoles du Red Star, une équipe professionnelle, rapide et technique. Les premières minutes furent un choc. Les joueurs de Villeneuve, avec leurs maillots rapiécés et leur style de jeu brutal,
semblaient déplacés sur cette pelouse parfaite. Mais ils avaient ce que les Parisiens n'avaient pas. Le cœur forgé dans les tranchées, ils se battèrent pour chaque ballon. Louis était un mur. Antoine courait comme s'il fuyait un bombardement. Et Pierre, dans les buts, jouait le match de sa vie. À la 15e minute, il réalisa un arrêt miracle, plongeant au pied d'un attaquant qui filait seul au but. Le stade, d'abord moqueur, commença à applaudir l'effort de ses outsiders. Julien, lui, jouait contre la montre. Avant 20 minutes, il voyait le visage de Thérèse, pâle, toussant. Il voyait l'avis d'expulsion. À la 18e minute, l'opportunité se présenta. Un attaquant du Red Star s'infiltra sur l'aile. C'était l'homme de Julien. Il avait le temps de tacler, de couper la course. Au lieu de cela, il fit semblant de glisser. Il tendit la jambe trop tard, un geste théâtral et inutile. L'attaquant le passa facilement. Louis, sorti de sa position pour couvrir l'erreur de son capitaine, fut pris de vitesse. L'attaquant centra. Un autre joueur reprit de voler. 1-0. Julien se releva en se tapant la cuisse, criant sa frustration. Antoine lui donna une tape d'encouragement. « C'est rien, capitaine, ça arrive. » Mais Pierre, du fond de ses buts, regarda Julien. Il n'y avait pas de reproche dans son regard, juste un doute. Le deuxième but vint juste avant la mi-temps. Ce fut plus subtil, plus cruel. Un tir de loin, puissant. Le ballon flottait. Pierre était sur la trajectoire. Il se préparait à boxer le ballon. Julien était quelques mètres devant lui. L'instruction lui revint. Fais en sorte que le gamin ait l'air mauvais. Au dernier moment, alors que Pierre commençait son saut, Julien sauta aussi. Il sauta juste devant son gardien, lui masquant la vue une fraction de seconde. Le ballon passa juste au-dessus de la tête de Julien et plongea sous la barre. Pierre, surpris par le saut de son propre capitaine, réagit trop tard. 2-0. Le stade applaudit le beau but. Julien se retourna vers Pierre, les mains sur les hanches, dans un geste universel de reproche, comme pour dire « tu aurais dû la voir ». Pierre, atterré, le regarda, le souffle coupé. Cette fois, le doute s'était mué en une horrible certitude. Un capitaine ne gêne jamais son propre gardien. À la mi-temps, le vestiaire était un tombeau. L'entraîneur, un ancien mineur qui faisait ça bénévolement, ne comprenait pas. « Vous étiez bien, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé ? Julien, tes marquages ?» Julien ne répondit pas. Il était assis, la tête entre les mains. Louis s'approcha de lui, le visage fermé. « Tu as glissé, dit-il, sa voix dénuée d'émotion. Et puis tu as sauté. » Ce n'était pas une question. C'était un constat. La deuxième mi-temps fut une parodie. L'âme de Villeneuve avait été brisée. L'équipe jouait sans conviction. Le cœur n'y était plus. Le troisième but était presque une formalité. Une passe en retrait de Julien, supposément pour Louis, mais beaucoup trop molle. Un attaquant l'intercepta, dribbla Pierre qui sortait désespérément, et poussa le ballon dans le but vide. 3-0. L'arbitre siffla la fin du match. L'homme qui avait donné l'enveloppe à Julien, assis au premier rang des tribunes, se leva et applaudit lentement, regardant fixement le capitaine de Villeneuve. La dette était payée, pour aujourd'hui. Le voyage de retour en train de Paris à Villeneuve fut un long convoi funèbre. L'excitation pétillante de l'aller, l'émerveillement d'Antoine, le stoïcisme admiratif de Louis, tout cela s'était évaporé dans le vestiaire boueux du Stade Bauer. Il n'y avait plus de blagues. Il n'y avait pas de chant. Antoine, d'habitude si loquace, avait passé les 3 heures du trajet à fixer ses propres mains, comme s'il essayait de comprendre comment elles avaient pu lui faillir. Pierre, le jeune gardien, s'était assis seul, le dos tourné au reste du wagon, le col de sa veste relevé. Ses épaules étaient secouées par des sanglots silencieux qu'il tentait de dissimuler. Il n'avait pas honte de sa performance. Il avait honte de son capitaine. Il avait honte d'avoir douté de lui, puis d'avoir eu raison de douter. Julien, lui, était assis en face de Louis. Aucun des deux n'avait parlé depuis qu'ils avaient quitté l'hôtel. Louis ne regardait pas par la fenêtre. Il regardait Julien. C'était un regard fixe, lourd, insistant. Ce n'était pas un regard de colère, pas encore. C'était un regard d'anatomiste, comme s'il disséquait son ami, son capitaine, l'homme pour qui il aurait pris une balle, essayant de trouver où la pourriture s'était installée. Julien ne pouvait soutenir ce regard. Il gardait les yeux rivés sur le plancher du wagon, comptant les traverses de chemin de fer qui les ramenaient vers leur déshonneur. Lorsqu'ils arrivèrent à la gare de Villeneuve, une petite foule les attendait sur le quai. Pas une foule de bienvenus, mais plutôt des visages curieux. La nouvelle de la défaite par 3-0 avait déjà circulé par le télégraphe. Les habitants n'étaient pas venus pour acclamer, mais pour comprendre. Ils attendirent des explications. Comment leurs héros, les vainqueurs de la coupe régionale, avaient-ils pu être ainsi humiliés? L'équipe descendit du train en silence, un par un, récupérant leurs sacs sans un mot. Julien descendit le dernier. Quand les gens l'ont vu, un murmure a parcouru la foule. C'est lui, le capitaine. L'entraîneur bénévole tenta de sauver les apparences. « Allez les gars, on rentre au Poilu boire un verre. C'est le métier qui rentre. » Mais Louis posa son sac lourdement sur le quai. « Non, dit-il.
sa voix portant dans le silence de la gare. « Pas au poilu, pas ce soir. » Il regarda Julien. « On va au vestiaire. On a des choses à se dire. » L'atmosphère devint électrique. Ce n'était plus une défaite. C'était un règlement de compte. Le vestiaire du stade municipal, le lieu de leur triomphe, était humide et sentait la terre froide. Les maillots de la finale étaient encore suspendus, séchant sur un fil. L'équipe s'est rassemblée, formant un demi-cercle autour de Julien, qui se tenait près des douches, son sac toujours à l'épaule, comme s'il était prêt à fuir. Le silence s'installa, tendu à craquer. C'est Pierre qui a parlé en premier, sa voix d'adolescent brisée par l'émotion. « Pourquoi ?» Le mot est resté en suspens. « Pourquoi tu as sauté, Julien ? Je l'avais, ce ballon. » Julien a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Il ne pouvait pas regarder le gamin dans les yeux. « Et la glissade ?» enchaîna Antoine, le visage pâle. « Je t'ai vu, Juju. Tu as retenu ta jambe. J'étais juste à côté. Tu as retenu ton tacle. » Julien secoua la tête, un geste faible de dénégation. « J'ai glissé. Le terrain. »« Ne mens pas !» La voix de Louis fit trembler les murs. Le colosse s'avança, son ombre engloutissant Julien. « Ne nous mens pas. Pas à nous. Pas après tout ce qu'on a vécu. J'ai vu ton regard quand tu as fait cette passe en retrait. Tu ne me cherchais pas. Tu cherchais l'attaquant. » Louis était si proche que Julien pouvait sentir l'odeur de sueur froide et de déception. « La guerre est finie, Julien. Tu n'es plus obligé de mentir pour nous protéger. Alors dis-nous la vérité. Ils t'ont eu, l'argent, ils t'ont menacé. C'était sa chance. Il aurait pu tout leur dire. Sur Thérèse, sur Monsieur Blanc, sur la dette, sur la vie de Léo. Ils auraient compris. Ils étaient ses frères. Ils se seraient serrés les coudes. Ils auraient trouvé une solution. Mais Julien était un soldat. On ne met pas les autres en danger. Révéler le nom de Blanc, c'était mettre une cible sur la tête de chaque joueur. Sur Thérèse elle-même. Son silence était sa dernière ligne de défense. « Je ne sais pas, » bégaya-t-il. « J'ai eu peur, la pression. J'ai craqué. Ce fut la pire réponse possible. Le lâcheté. Eux, qui l'avaient vu charger des mitrailleuses, ne pouvaient accepter cela. » Le visage de Louis se durcit, passant de la déception à un dégoût glacial. Il fit un pas en arrière. Lentement, il détacha l'écusson du FC Villeneuve de sa veste de survêtement, le petit coq brodé que sa mère avait cousu. Il le jeta à terre, aux pieds de Julien. « L'homme que j'ai suivi à Verdun est mort là-bas, » dit-il, sa voix brisée. « Je ne sais pas qui tu es, mais je ne jouerai plus jamais avec toi. » Un par un, les autres suivirent. Antoine jeta son maillot par terre. « Tu as tout sali, Julien. » Pierre, en larmes, donna un coup de pied dans son casier et sortit en courant. En moins de 2 minutes, Julien se retrouva seul au milieu du vestiaire. La fraternité était brisée. L'équipe, le symbole de la résilience de Villeneuve, venait de mourir sur le sol de ce vestiaire. Plus tard cette nuit-là, il est allé chez Thérèse. Il a glissé une enveloppe sous sa porte. À l'intérieur, il y avait l'argent que l'homme de blanc lui avait donné à Paris. C'était assez pour payer le propriétaire et l'apothicaire. C'était assez pour survivre quelques semaines de plus. Il resta un instant devant la porte, écoutant le son de sa toux sèche. Il avait sauvé sa vie, pour l'instant, mais il avait détruit la sienne et celle de ses amis. Il repartit dans la nuit, un héros aux yeux de la ville, un traître à ses propres yeux. La ruine n'était plus un secret. Elle était devenue son unique compagnon. La dissolution du FC Villeneuve n'a pas fait de bruit. Il n'y a pas eu d'article dans le journal local, pas d'annonce officielle. L'équipe s'est simplement évaporée, comme un rêve au réveil. La honte de Paris était trop lourde, mais la trahison perçue de leur capitaine était un poison qui avait tué la fraternité à la racine. Louis, le colosse, a rendu son tablier à l'aciérie le lundi suivant et a pris un train pour Marseille. Personne à Villeneuve ne l'a jamais revu. Antoine, dont le rire s'était éteint, a vu sa toux s'aggraver. Sans le football pour lui donner de l'air, la poussière de charbon a eu raison de lui en moins d'1 an. Et Pierre, le jeune gardien, a rangé ses gants pour toujours. Il a repris le commerce de son père, devenant un homme dur, cynique, qui changeait de sujet avec colère chaque fois que quelqu'un mentionnait le match de 1922. Et Julien est devenu un fantôme. Il a continué à se lever avant l'aube, à marcher vers l'aciérie, à endurer les regards de côté, les murmures qui s'arrêtaient net quand il entrait dans une pièce. Il est devenu l'homme qui a vendu Villeneuve. Les enfants qui, quelques semaines auparavant, couraient après lui pour toucher leur héros, traversaient désormais la rue pour l'éviter. Il a accepté ce purgatoire social sans un mot de protestation. Il a porté le stigmate de la trahison comme il avait porté la croix de guerre, en silence. Il n'a jamais répondu aux insultes. Il n'a jamais tenté de se justifier. Quelques jours après le retour de Paris, il a reçu une carte postale du sud de la France. Elle n'était pas signée. Elle montrait simplement une vue ensoleillée de la mer Méditerranée. C'était le signe que Thérèse et Léo étaient arrivés au sanatorium. Le paiement avait été reçu. Le pacte avait été honoré. Monsieur Blanc et ses hommes n'ont plus jamais dérangé Julien. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, la destruction du symbole et le contrôle des paris. Julien, lui, avait gagné sa seule victoire, la vie de Thérèse. Il a vécu seul pendant les 40 années qui ont suivi, dans la même petite maison,
travaillant à la même usine, jusqu'à ce que son cœur, usé par un fardeau que personne ne connaissait, ne s'arrête en 1963. Il a été enterré dans le carré des anciens combattants, mais peu de gens sont venus à ses funérailles. Ce n'est que des décennies plus tard que la vérité a commencé à émerger. Un historien local, en préparant une exposition sur l'âge d'or perdu de la ville, a retrouvé la trace de Léo, le fils de Thérèse, devenu un vieil homme à Nice. Léo se souvenait de Julien comme d'un oncle triste mais gentil. Il a raconté que sa mère, décédée dans les années 70, avait gardé une seule boîte de son ancienne vie. À l'intérieur, il y avait deux choses. Une photo décolorée de son mari, Marc, en uniforme, et une lettre. C'était une lettre de Julien, écrite la nuit avant le match à Paris, qu'il avait dû glisser avec l'argent sous sa porte. Dans cette lettre, Julien expliquait tout. Le chantage de Monsieur Blanc, la menace sur sa vie et celle de Léo, l'hypothèque rachetée. Il y expliquait le marché, sa réputation contre leur sécurité. Il écrivait « Mes frères ne comprendront jamais, ils me haïront, et c'est juste. C'est le prix à payer. Mais toi, Thérèse, tu dois vivre, tu dois voir Léo grandir. La victoire de Marc à Verdun ne doit pas se terminer par votre mort dans une ruelle de Villeneuve. Dis à Léo que son père était un héros. Ne lui parle jamais de moi. » Léo, en larmes, a tendu la lettre à l'historien. Julien n'avait pas craqué sous la pression. Il n'avait pas été un lâche. Il avait fait un choix impossible. Il avait sacrifié son honneur pour honorer la promesse faite à son ami mort dans ses bras. Il a choisi d'être le méchant pour que d'autres puissent survivre. Maintenant, regardez à nouveau cette photographie de 1922. Elle n'a pas changé, mais nous avons changé. Le triomphe boueux, les sourires épuisés, tout est là. Mais le secret est révélé. Regardez Louis et Antoine, si fiers de leur capitaine. Ils célèbrent un homme qui, ils ne le savent pas encore, va bientôt se sacrifier pour eux, en les empêchant de devenir les prochaines cibles de Monsieur Blanc. Et regardez Julien, regardez son sourire. Ce n'est pas le sourire d'un homme qui a peur d'être découvert, c'est le sourire tragique d'un homme qui sait déjà ce qu'il va devoir faire. Il ne serre pas la coupe de la victoire, il serre le fardeau de la décision qu'il a déjà prise. Cette photo n'est pas l'image d'une équipe au sommet de sa gloire, c'est le portrait d'un homme, quelques instants avant qu'il ne commence volontairement sa longue et solitaire descente aux enfers. La leçon de l'histoire de Julien Dubois est que le véritable héroïsme est rarement célébré. Il n'a pas lieu sous les applaudissements, mais dans le silence angoissant d'un choix impossible. Le plus grand sacrifice n'est pas celui de sa vie, mais celui de son nom, de son honneur. En acceptant de vivre comme un traître, aux yeux de ceux que l'on aime le plus, juste pour qu'ils puissent être en sécurité. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Julien? Le sacrifice a-t-il encore de la valeur si personne, jamais, n'en connaît la véritable raison? Et combien de personnes dans notre propre vie, que nous jugeons ou méprisons, sont peut-être en train de porter en silence un fardeau que nous ne pouvons même pas imaginer? Si vous avez été touché par le sacrifice de Julien et que vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez le mot-clé « honneur silencieux » dans les commentaires. Cela nous montre que vous avez compris le véritable poids de cette photographie. Ces histoires sont partout, cachées dans nos greniers et nos albums de famille. Si vous croyez qu'elles méritent d'être racontées, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la. Chaque clic nous aide à déterrer une nouvelle vérité. Et en attendant, regardez cette autre histoire, juste ici, qui vous attend.